On de Latte raconte. Christophe Ondelatte. Une affaire criminelle de 1995 aujourd'hui, qui se déroule à Volpeny, en Seine-et-Marne. L'assassinat de toute une famille. Le père, Donald Davila, la mère, Stéphanie Sané, et leurs 2 enfants en bas âge, que l'on retrouve 6 pieds sous terre, enterrés devant le cabanon où ils vivaient. Je ne vous en dis pas plus, sachez simplement que dans cette affaire, il y a de la magie vaudou, il y a aussi un voyant, ma foi, assez clairvoyant. Et pour le débrief, je serai tout à l'heure avec un journaliste qui a suivi toute l'affaire à l'époque. Jean-François Calto travaillait à l'époque pour la République de Seine-et-Marne et pour le journal Le Monde. Il est là. Bonjour à vous, Jean-François. Bonjour. Et voici donc cette étrange histoire que j'ai écrite avec Thomas Audouard. Réalisation Céline Lebras. Europe 1, Christophe Ondelatte. Au début des années 90, en Seine-et-Marne, un jeune couple, Stéphanie Sané et Donald Davila, pense avoir trouvé un petit nid d'amour, pour pas cher. Ils n'ont pas trop de sous, Donald est musicien, guitariste, et de temps en temps, il joue dans un bar à Volpeny, une petite ville de 11 000 habitants, pas très loin de Melun. Et derrière le bar, il a repéré un terrain, un grand terrain avec une petite maison en pierre et un cabanon. L'endroit est inoccupé. Alors en 1991, Donald et Stéphanie décident de s'y installer, de squatter le cabanon. Oh, c'est pas le Pérou, mais c'est déjà un toit. Et de temps en temps, ils invitent des copains, ils font des soirées, ça danse le zouk, ça fume le pétard, ça boit du rhum. La belle vie, pour pas cher. Un jour, bien sûr, ils reçoivent la visite de la mairie. Le terrain vient d'être vendu, et donc, on leur conseille de ne pas se faire d'illusions, de ne pas trop s'installer. Ça ne durera pas. Ok. Mais ce qui est pris est pris. Et en vérité, ça dure. En 1991, c'est là que naît leur premier enfant, Donald Jr. Et 1 an plus tard, leur 2e enfant, une petite fille, Donatelle. Et à chaque fois, ils les baptisent, et ça donne lieu à de grandes fêtes, et les années passent, 1991, 92, 93, 94 et 95. Et puis un jour de septembre 1995, la mère de Stéphanie reçoit un coup de fil de la mère de Donald. Allô? Oui, bonjour. Dis-moi, est-ce que les enfants sont chez toi? Ah non, pourquoi? Écoute, Donald aurait dû passer mercredi à la maison. Il n'est pas venu. Et depuis j'essaye de le joindre, aucune nouvelle. Je suis inquiète. Donald, Stéphanie et leurs 2 enfants ont disparu. Et quand la mère de Stéphanie s'en aperçoit, ça fait au moins 10 jours que personne n'a de nouvelles. Stéphanie est agent de service dans un lycée de Melun. Elle n'est pas allée travailler depuis 1 semaine. Qu'est-ce qui se passe? Les 2 grands-mères sont très inquiètes. Est-ce qu'ils se sont disputés? Mais enfin, ça n'est pas une raison pour se cacher. Et donc la mère de Stéphanie se met à passer des coups de fil aux copines de sa fille. Et elle en apprend de belles. Oh ben vous avez bien raison de vous inquiéter. Elle m'a raconté que Donald, une fois, l'a poursuivi avec un coupe-coupe. Je sais pas si vous avez remarqué le nion sur le toit de la voiture, là, l'Alfa Romeo. Eh ben c'est un coup de coupe-coupe que Donald a donné. Pas très rassurant. La mère commence à se demander si Donald n'a pas tué sa fille. Et donc à un moment, elle se dit j'y vais. Elle habite Montreuil, elle décide d'aller sur place, sur le fameux terrain de Volpeny. Et comme elle a un peu la trouille, elle y va avec son fils et sa nièce. Ils arrivent devant le cabanon en début d'après-midi. T'as vu? C'est bizarre. Les voitures sont là. Le cabanon a l'air vide. Alors ils forcent une fenêtre, ils entrent. Il y a personne. Mais tout a l'air en place. Leurs cartes oranges sont là, leurs médicaments, les couches de la petite, leurs affaires, tout est là. Il y a même la guitare de Donald, au beau milieu du salon. C'est bizarre quand même, enfin. Donald serait jamais parti sans sa guitare. Et donc ils ressortent. Et ils vont rendre visite à l'un des meilleurs amis de Donald qui habite le coin, Roland, qui semble avoir sa petite idée sur les raisons de leur départ.
Mais d'après ce que j'ai compris, Donald était soupçonné dans une affaire de drogue. Il a dû vouloir mettre sa famille à l'abri. La mère de Stéphanie est un peu surprise. Elle sait que Donald fume un petit pétard de temps en temps. C'est un musicien, qui plus est guitariste de zouk. Ça carbure au bédo, tout ça. Mais un trafic de cam, ça ne lui ressemble pas. Et là, elle se dit, tant pis, j'y retourne. Je retourne au cabanon. Et regarde, il y a de la lumière. Ils sont peut-être rentrés. Ils vont frapper à la porte. Un grand noir leur ouvre. Il se présente. Il s'appelle Edgar Boulet. Il est martiniquais, il dit qu'il est un ami de Donald et le parrain de l'un des deux gamins. Ah d'accord, monsieur Boulet. On cherche Donald et Stéphanie. Vous savez pas où ils sont? Donald et Stéphanie? Bah, ils sont partis. Avec les enfants. Dans un camion blanc qui est venu les chercher. Et avant de partir, Donald m'a demandé de garder la maison et ses instruments de musique. C'est ce que je fais. J'en sais pas plus. Le gars prétend que mi-septembre, ils sont rentrés de la fête de l'humanité, qu'ils se sont disputés et que précipitamment, ils sont partis dans une camionnette blanche et qu'ils ont emporté d'ailleurs un matelas avec eux. La mère remarque la présence dans le cabanon d'une jeune femme, blonde, la quarantaine, qui ne se présente pas, mais qui a l'air d'acquiescer à tout ce qu'il raconte. Et puis à un moment, la discussion tourne court. Le Edgar s'énerve. Bon, maintenant, faut nous laisser, hein. Vous n'avez rien à faire là. Je suis chez moi, maintenant. Et repassez pas comme ça sans prévenir, hein. En quittant le cabanon, la mère, son fils et sa nièce ont comme un mauvais pressentiment. Ils ne croient pas un mot de ce que cet Edgar vient de leur raconter. Enfin, Stéphanie venait tout juste de trouver du travail. elle ne serait pas partie comme ça. Et puis, elle a vu les médicaments contre l'eczéma de la petite Donatella dans le cabanon. Il ne serait pas parti sans. Et donc, tracassée par tout ça, la mère file tout droit au commissariat de Melun, où on l'accueille par le traditionnel. Ah, mais madame, vos enfants sont majeurs, hein. Ils ont le droit de circuler librement, de partir où ils veulent. On ne peut rien faire pour vous. La mère ne baisse pas les bras. Elle écrit au procureur de la République. Je viens solliciter votre haute bienveillance au sujet de ma fille. Si je n'ai pas de nouvelles, c'est qu'elle est en danger. N'y a-t-il pas un autre moyen pour que des recherches sérieuses soient faites avant qu'il ne soit trop tard, que tout bascule dans l'horreur? Mais sa lettre est classée sans suite par le parquet de Melun. La mère n'aura jamais de réponse. Et donc la mère retourne régulièrement sur le terrain. Vous avez des nouvelles de Donald et Stéphanie? Ah non, aucune. Et ce qui choque la mère, c'est que cet Edgar Boulet, là, il se comporte comme s'il était chez lui. Il s'est permis de faire installer une arrivée d'eau sur le terrain. Il nourrit les poules, et surtout il a mis son nom sur la boîte aux lettres. La mère se rencarde. Elle va voir les amis de sa fille et de son gendre. Vous le connaissez, cet Edgar Boulet, là? Il était vraiment intime avec Donald et Stéphanie? Ah non. Non, intime, je dirais pas. D'ailleurs, Stéphanie ne l'aimait pas beaucoup. Dans mon souvenir, elle avait même un peu peur de lui. Les copains racontent que cet Edgar Boulet est alcoolique, qu'il est bagarreur, qu'il a mauvaise réputation. Et la mère commence à trouver de plus en plus étrange que sa fille et son gendre lui aient donné leur cabanon. Mais la police de Melun refuse toujours de bouger. Les adultes ont le droit de disparaître. Les adultes, oui. Mais les enfants. La mère qui habite Montreuil, en banlieue nord de Paris, décide d'aller à la brigade des mineurs de Montreuil pour signaler la disparition de ses petits-enfants. Et là encore, elle est reçue comme un chien dans un jeu de quilles. Écoutez, madame, cessez de revenir, enfin, vous êtes une emmerdeuse. Mais enfin, j'ai le droit de voir mes petits-enfants. Je sais que c'est mon droit, c'est la loi. J'ai le droit de les voir. Je veux savoir où ils sont. Mais votre loi, madame, elle existe qu'au cinéma. Bon,
Ok, la mère se dit, je vais alerter la presse. Alors elle prend rendez-vous avec un journaliste de la République de Seine-et-Marne. Bonjour monsieur, merci de me recevoir. Voilà. Ma fille me donne plus de nouvelles depuis des semaines. Elle a disparu. Et surtout, il y a un homme qui occupe son logement. Il se passe quelque chose de grave. Vous pouvez m'aider? Mais le journaliste s'aligne sur la police. Il n'y a pas d'enquête. Donc il n'y a pas d'affaire. Et donc ça ne le concerne pas. Avec le sentiment d'être abandonné de tous, la mère se met alors à coller des affichettes partout dans Melun. Et les amis de Donald et Stéphanie commencent à se remuer, eux aussi. Sylvie, par exemple, va voir un voyant. Alors vous connaissez ma position sur les voyants, je n'y crois pas. N'empêche que la copine pose une photo du couple sur la table. Je vois un terrain vague. Je vois une maison, comme une cabane. Oh là, je vois un grand homme noir. Oh ben celui-là, sa mère aurait mieux fait de pas le mettre au monde. Hein. Attendez. Oh, quelque chose de terrible s'est passé. Je vois du sang sur les murs. Je vous l'ai dit. Je ne crois pas du tout à tout ça, mais c'est troublant. La copine, en tout cas, a l'air d'y croire. Elle emmène le voyant sur place, sur le terrain de Volpeni. Et là, il tombe nez à nez avec Edgar. Bonjour. Des nouvelles de Stéphanie, monsieur Boulet? Ah non, pas de nouvelles. De toute façon, je crois pas qu'ils reviendront, hein. Et là, le voyant fait de grands signes à la copine. Venez, partons vite, hein. Cette personne-là, elle a déjà tué. Et nous voilà, fin juin 1996. 9 mois que la petite famille a disparu. Et une fois de plus, la mère de Stéphanie va sur place. Et là, grosse surprise, la voiture de Donald et celle de Stéphanie ne sont plus là. La mère demande des explications à Edgar Boulet. « Mes voitures ? Bah, elles pourrissaient. Donc je les ai vendues à la casse. »« Vous les avez vendues ? Mais on rêve, enfin, vous n'avez pas le droit. Même moi, la mère, j'ai pas le droit de vendre les voitures. Enfin, ça peut pas se passer comme ça. » Et elle remarque au passage qu'Edgar Boulet est ivre, qu'il a les yeux rouges, qu'il est défoncé. Alors elle retourne à sa voiture, elle s'effondre, et en rentrant chez elle, elle dit à son compagnon: « Stéphanie est morte, j'en suis sûr. Je suis sûr qu'elle est enterrée sur le terrain. » Et elle file au tribunal de grande instance de Bobigny. On ne veut pas s'occuper de la disparition de sa fille? Ok. Elle porte plainte pour le vol des voitures et pour la disparition des petits-enfants, directement auprès du procureur. Et c'est grâce au vol des voitures, figurez-vous, qu'une enquête est enfin ouverte. 9 mois après la disparition du couple et de leurs 2 enfants. Que de temps perdu. Et les policiers se mettent à interroger tous ceux qui sont passés sur le terrain depuis 9 mois. Et là, ils s'aperçoivent que le fameux Edgar a donné à chacun une version différente à chaque fois. Un coup, il a parlé d'une camionnette blanche, et puis une autre fois d'une voiture blanche. À certains, il a parlé d'une dispute juste avant, et à d'autres, non. Alors discretos, il commence à se rencarder sur cet Edgar Boulet. C'est un Martiniquais, il a 40 ans. Après une scolarité chaotique, il a vécu de petits boulots, maçon, plombier, ouvrier agricole. Il est arrivé en métropole à 19 ans, il y est resté. Il s'est marié 2 fois, et il a eu 2 enfants. Et alors, il a un casier judiciaire, épais comme un bottin. Violence conjugale, une de ses femmes est passée par la fenêtre. Trouble de voisinage, bagarre à coups de tesson de bouteille, vol, recel, accident avec délit de fuite, outrage, rébellion, violence, insulte et même attentat à la pudeur avec violence. Et d'ailleurs, il vient d'être condamné pour conduite en état d'ivresse et fin juin 1996, il file en prison. Mais un jour, les policiers qui veulent perquisitionner sur le terrain vont l'extraire de sa cellule
et l'amène sur place. Et il remarque tout de suite, sur le bord de la fenêtre du cabanon, des petits pots pour bébé, moisis. Edgar n'a pas d'enfant en bas âge. Que font ces petits pots de bébé là? Ensuite, ils font le tour du cabanon avec lui. Oula! À un moment, il a l'air très stressé. Ensuite, ils examinent le plancher. Et dis donc, t'as vu la tache, là? On dirait du sang, non? C'est quoi cette tache, monsieur Boulet? Bah oui, c'est du sang. C'est moi. Je me suis coupé. Les policiers remarquent aussi qu'il manque un morceau de la moquette et qu'une partie du mur a été repeinte et tapissée. Ça sent le camouflage. Et puis les policiers font le tour du voisinage et ils en apprennent une bien bonne. Edgar Boulet est à la colle. Il a une maîtresse. Et savez-vous quel est le métier de sa maîtresse? Lui, vous avez compris que c'est un bon à rien, que c'est un bras cassé, qu'il n'y a rien à en tirer. Eh bien, sa maîtresse est médecin, figurez-vous. Quel couple bizarre. Et donc les policiers la convoquent. Madame, étiez-vous avec monsieur Boulet les 16 et 17 septembre 1995, c'est-à-dire le jour où disparaît la famille Davila? Ah oui, j'étais là. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé? Mais oui, ils sont rentrés de la fête de l'humanité, puis là ils sont partis dans un camion blanc, et ils ont laissé les clés de la maison à Edgar. Incroyable. Elle raconte les mêmes sornettes que lui. Alors les policiers la poussent gentiment dans ses retranchements, et assez vite, elle craque. Ce matin, j'ai reçu une lettre d'Edgar. Depuis sa prison. Il m'a demandé de vous dire la même version que lui. Et qu'avez-vous fait de cette lettre, madame? Je l'ai déchirée. Où? Je l'ai jetée dans une poubelle devant une boulangerie. Les policiers retrouvent la poubelle, et dedans, la lettre déchirée. Ils refont le puzzle. La lettre fait 3 pages. Je vous épargne les petits mots d'amour au début. La suite est très intéressante. Les policiers pensent que je sais quelque chose et je ne veux rien dire. Ils cherchent des cadavres. Ils m'ont posé plein de questions auxquelles j'ai répondu. Mais il y en a une qui me chagrine. Celle du matelas. Tu vas leur dire que j'ai passé le week-end avec toi dans la maison de Donald. Qu'il n'y avait pas de matelas, évidemment, puisque Donald était parti avec le dimanche. On a donc dormi sur le sommier. Et tu vas dire aux policiers que c'est après seulement que j'ai pris mon matelas et que je l'ai mis sur le sommier. À juste titre, Edgar Boulet conclut sa lettre par ces mots. Cette histoire me fait peur. Peur. Ah bon? Et pourquoi donc, monsieur Boulet? Auriez-vous quelque chose sur la conscience? Et après l'épisode de la lettre, les policiers la placent en garde à vue. Alors madame, reprenons. Où étiez-vous dans la nuit du 16 au 17 septembre 1995? Elle était là. Et elle dit qu'il l'a séquestrée dans le cabanon. Qu'elle s'est assoupie. Mais c'est la suite qui est bien intéressante. Je me suis réveillé. En sursaut. Et là, j'ai entendu comme des hurlements de bêtes. Des bêtes qu'on égorgeait. C'était des cris. Horrible, horrible. Elle dit les choses sans le dire. Elle laisse entendre qu'Edgar, cette nuit-là, a tué Donald, Stéphanie et les 2 enfants. Et au dernier moment, elle rajoute « Je pense qu'ils les ont enterrés. Sur le terrain. » Les policiers réquisitionnent une pelleteuse et ils lui donnent l'ordre de creuser derrière le cabanon, pile à l'endroit où Edgar Boulet avait blêmi lors de la perquisition. La pelleteuse dégage d'abord un matelas, et puis des os et des pattes de poulet. Et soudain... Stop! Un petit bijou doré vient d'apparaître.
C'est une chaîne d'enfants. Et dans le godet de la pelleteuse, les policiers découvrent ce qui semble bien être les restes d'un bébé. Sans doute, la petite Donatella. Alors on creuse encore, délicatement, et apparaît le corps d'un petit garçon, le petit Donald Junior. Et puis 2 corps d'adultes, Donald et Stéphanie. Les 4 corps étaient enterrés derrière le cabanon, depuis le premier jour, depuis 1 an. La mère de Stéphanie avait raison. Pendant des mois, personne ne l'a écoutée. Mais elle avait raison. Les corps, 1 an plus tard, sont méconnaissables, mais on lui montre le bijou. Oui, c'est la médaille de Donatella. On lui montre aussi un bracelet de tissu avec des perles. C'est celui que Stéphanie avait au pied droit. Et puis on lui présente des bagues. Je les reconnais. Ce sont les bagues de Donald. Edgar Boulet est mis en examen pour l'assassinat de Donald Davila, de Stéphanie Sané et de leurs 2 enfants. Mais quand on lui demande de s'expliquer, il nie. Il n'y a rien à en tirer. Ça n'est pas lui qui les a tués. Les médecins légistes réalisent l'autopsie des 4 corps. Ils trouvent du sang dans les poumons de Donald Davila. C'est le signe qu'il est mort en position couchée, sans doute dans son lit, dans la chambre, ce qui expliquerait que Boulet ait découpé la moquette de la chambre. Alors que sa compagne, Stéphanie, serait mortelle en position verticale. Elle présente des plaies au cou et au flanc. Le légiste pense qu'elle a tenté de se défendre. Et l'arme, alors ? Eh bien, d'après le légiste, ça serait une arme tranchante et massive. On pense tout de suite à un coupe-coupe, emblématique des Antilles. Et la maîtresse d'ailleurs confirme, Edgar Boulet possédait bien un coupe-coupe, dont la lame faisait au moins 30 cm. On le cherche partout. On ne le trouve pas. Et je vous le dis tout de suite, on ne le retrouvera jamais. En l'absence d'aveu, l'instruction cherche donc à reconstituer le meurtre en recoupant des témoignages. Parce que finalement, vous allez voir, des tas de gens ont vu des choses. Le samedi 16 septembre en fin de journée, des voisins entendent Edgar et Donald se disputer. Le lendemain, l'un de leurs amis communs, un certain Roland, passe sur le terrain vers 14h. Il tombe sur Edgar Boulet qui lui aurait dit « J'ai fait une grosse connerie » et qui lui aurait formulé une drôle de demande. Il m'a dit, est-ce que tu connais quelqu'un qui sait faire du vaudou ? Ah, le vaudou. Le vaudou est un culte pratiqué entre autres aux Antilles. Et ça pourrait expliquer la présence des pattes de poulet au-dessus des cadavres. Vous vous souvenez ? Quand on a creusé, on est tombé d'abord sur des os de poulet et sur des pattes. Le sacrifice de volaille est un classique des pratiques vaudou. Et le vaudou d'ailleurs pourrait aussi expliquer la présence de petits pots de bébés sur le bord de la fenêtre du cabanon, juste au-dessus des cadavres. Car dans le vaudou, il faut nourrir l'âme des défunts, histoire que leurs esprits ne viennent pas vous importuner, vous persécuter. Edgar Boulet est un adepte de la magie noire. Et on va s'en apercevoir, il a fini par entrer en contact avec un prêtre vaudou qu'il avait rencontré en prison. On aimerait bien qu'il s'explique là-dessus. Et sur le reste. Mais à chaque interrogatoire, il se tait. Reste à lever un mystère. Et la maîtresse, le docteur, quel est son rôle ? Elle dit qu'elle a entendu des cris, qu'elle était séquestrée dans le cabanon. Mais est-ce qu'elle n'aurait pas un rôle plus actif ? Est-ce qu'elle n'était pas présente au moment des meurtres ? Le juge d'instruction, en tout cas, n'a pas l'intention de lui donner un rôle secondaire. Il la met en examen pour non-dénonciation de crime et destruction de preuves. Ça, c'est la lettre. Et il l'envoie en prison. Mais, je vous le dis tout de suite, le juge est convaincu que la maîtresse a joué un rôle plus important qu'elle ne le dit, mais il ne pourra jamais le prouver. Après 1 mois et demi passé en prison, il est obligé de la remettre en liberté, et à la fin de l'instruction, elle bénéficie d'un non-lieu. La mère de Stéphanie est furieuse, mais c'est comme ça. Edgar Boulet est donc seul, le 6 juin 2000, dans le box de la cour d'assises de Melun. Un colosse, avec quelque chose d'assez fort, d'assez magnétique dans le regard.
Mais la maîtresse médecin est évidemment appelée à témoigner. Quand elle entre dans la salle d'assises, elle ne le regarde pas. Et trop contente de ne pas se retrouver sur le banc des accusés, elle n'assume rien. Je sais rien, moi. Je me souviens plus, je crois que, je suppose, Mais madame, vous avez quand même dit que vous aviez été réveillée par des cris horribles. Je le lis sur votre procès-verbal. J'ai prononcé cette phrase, moi? Ça serait pas plutôt les policiers qui me l'auraient suggéré? Amnésique. Comme c'est commode. Au procès d'Edgar Boulet, on tente de comprendre le mobile, sans pouvoir compter sur lui, puisqu'il nie. Pourquoi a-t-il tué une famille entière? Pour récupérer ce bout de terrain et ce cabanon qui n'appartenait même pas à Donald Davila. Eh ben, c'est probable. Parce qu'on apprend que juste avant le meurtre, en juin 1995, Edgar Boulet, qui habitait un HLM à Damary-Lélis, a été expulsé. Il ne payait plus son loyer. Et il s'est retrouvé donc sans logement. Et sa maîtresse aurait alors menacé de le quitter s'il ne trouvait pas un appartement. Et vite. Alors il aurait cherché. Et il n'aurait finalement trouvé que cette solution. Tuer Donald, sa femme et ses gosses pour récupérer leur squat et garder sa maîtresse. À part ça, dans le dossier, en l'absence d'aveu, il n'y a pas de preuves, il n'y a pas d'ADN, il n'y a pas d'arme du crime, il n'y a pas de témoin direct. Et Boulet le sait, et il en joue. À un moment, le père de Donald, qui est aveugle, se tourne vers Boulet. « Boulet, libère-toi! Ton péché n'est pas couvert! Boulet, n'oublie pas le 6e commandement! Tu ne tueras point !» Mais quand à la fin du procès, on demande à Edgar Boulet s'il a quelque chose à ajouter, il dit « J'affirme que je n'ai pas tué Donald et sa famille. » Et donc au moment du verdict, les jurés ne peuvent compter que sur leur intime conviction. Au terme de 8 jours d'audience, l'avocat général requiert la perpétuité pour Edgar Boulet. Et il obtient gain de cause. Boulet est condamné à perpète, sans peine de sûreté. Le bout de terrain de Volpeni a fini par être vendu 1,50 € du mètre carré. Aujourd'hui, c'est un lotissement. Et je vous propose de retrouver en direct Jean-François Calto, journaliste à l'époque à La République de Seine-et-Marne et au journal Le Monde où il était chroniqueur judiciaire. Vous avez suivi, Jean-François, cette affaire du début à la fin, puisqu'on vient de terminer par le procès et la condamnation à perpétuité. Restons là-dessus si vous voulez bien. Il ne dit rien. Pendant les 8 jours, il reste muet. Oui, Edgar Boulet, effectivement, est resté dans les 8 jours d'audience comme un grand mutique, le grand mutique qu'il était d'ailleurs souvent selon les portraits que l'on fait de lui, parce que à aucun moment on ne l'a entendu, on a entendu le son de sa voix. On entendait des borborigmes à certains moments, mais jamais une expression franche et jamais de précision, en tout cas, puisqu'il de toute façon il niait les faits, mais jamais aucune précision sur ce qu'il avait commis. Quel genre d'homme est-il? Est-ce qu'il vous apparaît comme un homme équilibré ou au fond comme un déséquilibré? L'impression qui en ressort, c'est un type, il apparaît comme un grand monstre froid, donc pas d'émotion. Alors est-ce que c'est un critère qui permet de définir son équilibre? J'en sais rien, mais il apparaît vraiment comme un type glacial, avec moi je me souviens particulièrement de son regard qui plane sur l'auditoire et puis qui de temps en temps aussi fixe les jurés. Moi, je dirais que c'est quelqu'un qui est en pleine possession de ses moyens, équilibré, ça ne fait pas de doute, mais en tout cas, qui respire une sorte de crainte, quoi. Et en plus, c'est un colosse, je crois que vous l'avez dit. C'est un type très baraqué. Il est physiquement impressionnant. Il est très impressionnant. Il apparaît en survêtement, d'ailleurs, il quittera pas son survêt de des 8 jours d'audience, et on sent un type musculeux. On imagine que les 4 pauvres membres de la famille n'ont pas dû faire long feu entre ses mains. En face, il y a les parents de Donald et Stéphanie.
J'ai Alors, raconté... il y a la mère de Stéphanie, effectivement, et les parents Et les parents de Donald, les parents de Donald. évidemment, eux, ils attendent des aveux. Et c'est extrêmement frustrant, rien ne vient. Ils Rien n'auront ne pas sort. d'explication. Ouais, exactement, rien ne sort. Et le seul moment d'échange d'une voix qui vient du fond de la salle, c'est celle, comme vous l'avez évoqué, celle du père de Donald, qui est lui aussi antillais, regard mort parce qu'il est aveugle, donc il a un regard voilé, on va dire, et une belle stature lui aussi, et il lui lance ce que vous avez dit là. Et Il lui parle de Dieu. Il lui parle de Dieu, il lui parle du commandement, et puis surtout cette phrase, ton péché n'est pas couvert, libère-toi. C'est presque énigmatique, mais on a l'impression qu'il y a un langage commun. Et alors là, je peux vous dire que c'est le seul moment où Boulet frémit. Il tangue. Ah, il tangue. Mais il ne cède pas. Même au prononcé du verdict, il ne sciera pas, il n'aura pas un mouvement, mais là, je peux vous dire qu'avec la parole de l'ancêtre, il est complètement, il est tétanisé. Alors je sais pas ce que ça éveille en lui. Je sais pas. Alors, son avocate a plaidé l'acquittement, au bénéfice du doute, puisqu'il n'y a pas de preuves matérielles et qu'il nie. En vérité, quand on est assis comme vous au banc de la presse, on a zéro doute. Absolument aucun doute. Absolument aucun doute. Toutes ces dénégations sont confuses. On a même l'impression qu'il n'a pas construit de scénario pour expliquer son affaire. Il bredouille toujours avec le pot de loquacité dont je vous parlais. Il bredouille toujours les mêmes arguments, la camionnette blanche, la disparition, le réseau de drogue, mais rien n'est construit. Et puis il y a surtout, bien sûr, ce dont vous avez parlé, cette lettre. C'est la seule preuve matérielle, en vérité. C'est la seule preuve matérielle, si on met de côté quand même le fait que la famille était enterrée derrière le cabanon. Là non plus, il n'a pas fait preuve d'imagination. Et si on met de côté aussi la vente des voitures, comme vous l'avez remarqué aussi, le fait qu'il ait fait poser l'eau et puis changer d'adresse, il s'est domicilié, si vous voulez, du jour au lendemain. Tel un coucou, quoi. Tel un coucou, exactement. Et un coucou qui est un coucou impatient, parce qu'il a agi finalement le 17 septembre ou le 18 septembre, je ne sais plus. La maîtresse, médecin, donc, c'est étonnant. Oui, très étonnant. Qui est-elle? Comment est-elle? Elle est amoureuse, elle est folle amoureuse de ce corps musculeux? Alors, je pense que c'est exactement ça. Elle est totalement subjuguée par ce corps musculeux. Elle, son tempérament de médecin, c'est un médecin, on va dire un médecin social. Elle travaille sur la ZUP de Dame Marie. Elle est d'ailleurs très appréciée comme médecin impliqué dans le malheur du monde. Et il est possible qu'elle ait été subjuguée par ce pauvre type, car c'est réellement un pauvre type qui est dans son errance, et puis peut-être aussi par ce qu'elle prête à, je sais pas, je ne vais pas parler de côté tiers-mondiste, mais elle dira plusieurs fois, il était ma part de négritude, ce qui est une formulation assez bizarre. Il était ma part de négritude, pendant que lui l'appelle sa vache à lait. Donc il y a un côté... il n'y a pas la réciprocité dans l'admiration, on va dire. Alors Jean-François, Calto, je voudrais qu'on en revienne au tout début de l'histoire, parce que on est toujours un peu surpris que la police ne veuille pas s'intéresser à la disparition d'une famille tout entière. Et pourtant, c'est une histoire que j'ai 100 fois racontée et qui revient souvent. C'est arrivé à de nombreuses reprises. Qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce que c'est vous d'abord le journaliste qu'elle va voir et qu'elle veut intéresser à cette affaire et qui lui dit « il n'y a pas d'enquête de police, ça m'intéresse pas ». Et oui, c'est effectivement moi, j'en rougis, a posteriori j'en rougis. Parce je vous que... jette pas la pierre, c'est mais le policier qu'il faut jeter la pierre. On s'aligne sur un principe bien connu, c'est qu'en France, et sans doute même ailleurs aussi, les majeurs font ce qu'ils veulent, même avec leurs enfants en bas âge, et si ces gens-là avaient eu envie de déménager, de partir vers d'autres horizons, rien ne les en empêchait, et c'est vrai que c'était quasiment impossible d'en faire état. Alors moi je me souviens quand même avoir engagé Gilberte Croisier à mener des actions publiques, ce qu'elle a fait assez rapidement d'ailleurs. Qui est donc la mère de Stéphanie. Voilà, la mère et la grand-mère de... Vous lui avez dit remuez-vous et je suivrai. Et voilà, moi je lui ai dit organisez des opérations et on en rendra compte, parce que là vous entrerez dans la sphère publique. Mais sinon, rien n'est possible, et c'est d'ailleurs ce que la police et la gendarmerie lui répondront. Ils ouvriront, je crois, ce qu'on appelle une RIF, c'est-à-dire une recherche dans l'intérêt des familles, qui est une formule
un peu fourre-tout pour... Oui, parce que souvent ça reste dans un fichier informatique, mais Voilà, terminé. on lance une recherche molle, mais c'est vrai que bon, on peut aussi comprendre la police et les gendarmes ne pas pouvoir courir... mais enfin, peut-être que dans le cas de l'affaire de Volpenil, il y a peut-être vraiment eu beaucoup de léthargie. Un peu Vraiment beaucoup. de léthargie. Ouais. La mère, puisque vous avez eu l'occasion, vous la rencontrez pile à ce moment-là, au même moment. Oui, elle où est passée au journal un matin. Ouais. Ouais. Elle était quoi, exaltée, excitée? On la croyait pas. Il y avait quelque chose qui sonnait juste ou qui sonnait faux. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ce désintérêt? Moi, je l'ai toujours trouvée en phase et sincère. C'est une femme extrêmement digne. Elle a toujours, si vous voulez, elle n'était pas dans l'hystérie, comme ça peut être le cas parfois. Et de toute façon, on peut parler d'hystérie légitime quand on a perdu ses proches, c'est évident. Non, c'est une femme très pondérée. Et elle expliquait l'affaire, mais que faire? Alors moi je suis un peu troublé par une scène, on va parler de mots du vaudou tout à l'heure, mais c'est la scène du voyant qui va sur place avec la copine Sylvie, et qui dit « je vois du sang sur le mur », cette personne a déjà tué. Bon, je sais pas quelle est votre position vis-à-vis des voyants. Mais j'ai un peu... On est d'accord, on n'y croit pas. Ça paraît un peu... Bon, si vous voulez, dans cette affaire, on côtoie le surnaturel, mais on le côtoie parfois de façon, à mon avis, peut-être un peu fantasmée. Je ne sais pas ce que vaut ce témoignage sur le fameux voyant. Ce qui est clair et évident, c'est qu'il y a eu des rites vaudous sur le site, puisque les petits pots, là, on les a pas inventés, ils étaient bien là. Et les pattes de poulet. Les ossements de poulet, alors on sait que le sacrifice de la poule noire est un grand thème divinatoire du vaudou, mais il y avait un nombre d'os de poulet et de plumes de poulet qui dépassait l'ingestion habituelle de poulet pour le dimanche midi. Hein. Mais alors ça a beaucoup contribué à la médiatisation de cette affaire, évidemment, ce fond vaudou. Mais ce qu'il y a toujours de très frustrant dans ce dossier, c'est qu'il n'y a pas d'explication d'Edgar Boulet. Il n'y a pas d'explication d'Edgar Boulet, mais moi je dirais elle coule de source. Quand vous voyez le terrain, moi je l'ai vu quasiment, enfin... D'ailleurs c'est très étrange parce que je le connaissais précédemment puisque c'était l'ancien stand de tir du club de tir de Volpenil. Donc vous imaginez, pour tirer à la carabine, il faut de l'espace. Il y avait donc là, moi je dirais pas loin d'un hectare. Hein. Un hectare en surplomb sur la Seine, ça vaut, même si ça, comme vous l'avez évoqué, ça a été vendu à vil prix, ça valait quand même beaucoup d'argent. Et la tentation de la captation de ce squat, car au début c'est un squat, est sans doute très grande chez Boulet, car il faut savoir qu'en France, un squat devient une propriété lorsqu'il y a viabilisation du terrain et occupation décente du terrain. C'est pour ça qu'il met l'eau ? C'est pour ça qu'il met l'eau, c'est pour ça qu'il aurait très probablement payé ses impôts, je n'en sais rien, mais c'est pour ça qu'il se serait sans doute comporté de façon à ce que la déshérence devienne, car c'est ça la règle en fait, un squat, lorsqu'il est bien occupé, peut devenir propriété des occupants. Alors c'est là que la boucle se boucle. Le mobile, ça n'est donc que la récupération du terrain et des deux petites cabanes qu'il y a dessus, et rien d'autre. À côté de 4 vies, ça paraît 4 vies, dément. Mais pour un clochard pathétique, un type extrêmement violent, là aussi vous l'avez rappelé dans son pédigré, pour un type comme ça, l'hypothèse peut-être de 500 000, 700 000 euros, je ne sais pas à combien on pouvait estimer, si vous voulez, un tel patrimoine foncier. Car les maisons, elles ne pèsent pas lourd dans l'affaire. Hein. Oui, ce sont des maisons de petits cochons. Oui, c'est ça, c'est un peu la maison des petits cochons. Mais le terrain, lui, en revanche, vaut beaucoup d'argent, et je pense qu'il tout en n'étant pas un intellectuel, Boulet l'a très bien compris. J'étais très heureux, Jean-François Calthot, de parler avec vous de cette histoire. Merci infiniment. Je rappelle qu'à l'époque, vous travailliez pour le journal La République de Seine-et-Marne. De Seine-et-Marne. J'étais correspondant du Monde, mais je n'en étais pas le chroniqueur judiciaire. Attitré, mais vous étiez correspondant dans la région. Voilà, exactement, tout à fait. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.